Et cet après-midi, on reçoit Odile Vuillemin pour le festival du film historique de Waterloo. Bonjour Odile. Bonjour. Alors vous êtes jury dans ce festival du film historique. Ça fait quoi d'être jury quand on est comédienne ? Ça fait plaisir parce que c'est surtout, alors bon, il y a deux aspects. Ça fait plaisir parce que c'est des moments où on peut rencontrer tous les gens du milieu et aussi le public dans des conditions qui n'arrivent pas en fait quand on est en tournage, parce qu'on est vraiment juste une petite équipe. Et puis dans la vie, dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'il n'y a pas ce rassemblement de gens. Et c'est vrai qu'il y a toujours dans les festivals une ambiance en général bienveillante qui permet de rencontrer tout le monde. Et après, c'est chouette parce que du coup, on va voir 3 films par jour. Et ça, c'est assez génial. Là, je suis contente parce que les films historiques, c'est pas ce qu'on va voir non plus le plus spontanément. Donc, je suis sûre que je vais avoir droit à une sélection que j'aurais pas vue sinon. Voilà. Puis après, c'est toujours chouette d'aller... d'avoir à donner son avis, alors totalement subjectif. Je veux dire, je pense qu'avec un autre jury, il y aura d'autres prix, machin, donc ce qui vaut rien. C'est juste à un instant T, d'avoir son mot à dire sur ça, en étant le plus partial possible. On parle de films historiques. On vous a vu beaucoup dans des séries, on vous a vu dans des personnages de femmes souvent fortes, avec c'était souvent des histoires vraies. Ouais. S'il y avait un personnage historique à incarner, ce serait lequel ? Katia Kraft. Je connais pas. Volcanologue. D'accord. Sinon, historique, mais ça a déjà été fait, mais les Gisèle Halimi, les Ruth Bader Ginsburg, mais une reine de France, ça vous... Si, alors je connais moins. Ouais. Marie-Antoinette. Ouais, non, mais bien sûr. Alors après, cette histoire-là, oui. Alors, en plus, j'ai la tête de l'emploi. Je comprends pas pourquoi on me l'a toujours pas proposé, quoi. Je suis d'accord. Mais sérieux, on en parle vous ou pas ? feriez une magnifique Marie-Antoinette. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Voilà. Avis aux réalisateurs et producteurs qui nous écoutent, évidemment. Dispo pour cette aventure-là. C'est un genre quand même très spécifique, le film historique. Sur quoi on se base pour juger d'un film historique ? Sur la véracité, sur la lumière, sur l'exactitude des costumes ? Comment ça marche ? Écoutez, ça, je vous le dirai après. J'aime pas arriver avec des a priori. Je sais qu'un film... il y a à la fois le fond et la forme. C'est marrant parce que je reviens d'un jury qui était le jury du festival du film politique à la Baule la semaine dernière, et qui quelque part est un peu pareil. Alors, sauf que c'est l'histoire de maintenant. Et j'étais dans le jury documentaire, mais c'est vrai qu'on s'est interrogé beaucoup sur faut-il récompenser le sujet ou la forme. Alors c'était du documentaire en plus, donc c'était vraiment sur des faits réels. Donc sur le truc historique, pour moi, je sais pas, parce que ce sera la première fois que j'en vois autant d'affilée dans un même contexte. Donc j'imagine que de les voir va émerger les éléments de comparaison. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'émotion ressentie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les films ont cette force de nous transmettre une histoire, vraie ou fausse d'ailleurs. En l'occurrence, celle-là, je ne sais pas si elles sont toutes vraies ou inspirées des faits réels, tout ça. Donc ça, on verra. Mais voilà, il y a dans une œuvre de fiction, aussi réaliste qu'elle soit, il y a une part d'esthétique, forcément, du film. Il y a le propos et il y a, une histoire racontée très juste, mais qui traverse pas l'écran et qui n'arrive pas jusqu'à moi. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais ce sera plus didactique, quoi. Donc, je sais pas ce qui va primer par rapport à tout ça. Vous avez fait des photos aussi que vous avez compilées dans un bouquin qui s'appelle... Pas du tout. Qui s'appelle Latitude. Oui, alors elle devait être dans le bouquin, sauf que ce qui devait être un carnet de voyage à la base est devenu un récit, et du coup les photos ont été exposées. D'accord, c'est ça, il y a eu l'exposition. Ouais. Ok. Et donc qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de ces voyages ? Alors moi en fait j'ai une formation de sociologue et je me suis arrêtée en cours de formation. Je voulais, et j'ai toujours envie en fait d'être ethnologue, et je me suis arrêtée en licence d'ethno parce que devenir actrice c'est imposé. De nulle part.
mais c'est devenu une espèce d'urgence à laquelle j'ai répondu. Et ça a marché. Ouais, ça a bien marché. Plutôt bien. Oui, et puis les études que j'ai faites de psycho, de sociologie, en fait, m'ont aidé à construire l'actrice que je suis aujourd'hui et la façon dont j'aborde mes rôles, voilà, de manière assez cellulaire. Et le voyage faisait toujours partie de mon ADN. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est mon ADN profond, quoi. Donc, à force de travailler, j'ai pu me payer de beaux voyages et puis voyager. Moi, j'adore voyager seule parce que c'est toujours une sorte de voyage un peu initiatique où je vais à la rencontre de l'autre. Et puis, vous travaillez avec beaucoup de gens. Quand on est sur un tournage, il y a énormément de monde, donc ça fait du bien de se retrouver seul de temps en temps. Ouais. Puis quand on va au bout du monde, on se retrouve non seulement avec soi-même, mais on se retrouve aussi avec potentiellement un choc de culture. Alors moi, j'ai pas choisi les pays faciles, enfin c'est pas des pays difficiles, mais je suis pas allée dans des destinations toutes on parle simples, forcément une langue facilement. Oui, puis je suis allée au Groenland, je suis allée dormir sur la calotte polaire, je suis allée escalader des volcans en Indonésie. Enfin, je suis pas allée juste en Espagne me reposer, quoi. Je suis allée vraiment me confronter à une autre culture, un autre climat. J'ai fait le tour de l'Islande en 4x4, toujours toute seule, pour aller voir d'autres volcans. Il y a vraiment une volonté d'aller se confronter à un climat, à une partie de la planète et à une autre société, quoi. Votre destination, celle qui vous a le plus marqué? Le Groenland. Ouais. J'ai adoré l'Islande, ça m'a marqué vraiment de manière... C'est les volcans, on sent que les volcans... Oui, moi je voulais être volcanologue adolescente, j'ai juste pas eu le courage de faire des études de géologie. Ouais, de géologie, merci. Je sais pas bien pourquoi, ça s'est arrêté là, donc c'est complètement stupide. Mais bon, on en a fait des erreurs. Voilà, je vais essayer d'assumer ça. Mais par contre, la fascination des volcans, ouais, elle a toujours été... je suis assez volcanique en plus. Donc ça c'est toujours resté et la volonté et voilà. J'ai arrêté ça adolescente, je voulais et puis je sais pas pourquoi, parce que j'avais la flemme de faire des études de géologie. Donc la Groenland. Et après, je suis partie. Ouais, et donc du coup, après, il y a eu l'ethno, il y a le Groenland. Le Groenland, c'est vraiment une confrontation avec la mort. En tout cas, moi, ce que j'y ai vécu, quoi. Parce que je pense qu'il y en a qui y vont de manière un peu plus douce. Mais le Groenland, là où je suis allée, c'était là où il y avait la plus grosse production d'iceberg de l'hémisphère nord, à Ilulissat. Et après, je suis allée dormir au pied des expéditions de au camp de base des expéditions de Paul-Émile Victor. Je suis allée dormir sur la calotte polaire. Et en fait, la glace est présente tout le temps et c'est à la fois très fascinant, les icebergs, tout ça, puis c'est des bleus, des couleurs qu'on n'a jamais vues. C'est vraiment à la fois magique et complètement terrifiant. Et moi, c'était comme si la glace, elle s'était infiltrée dans mes veines pour me faire imploser de l'intérieur, quoi. Donc il y a eu et puis il y a eu un jour, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. J'avais pas de réseau, j'avais rien. Je pouvais dire au revoir à personne. Ça fait communément appelé la crise d'angoisse. Mais accessoirement, j'étais dans une petite une cabane en bois sans eau, sans électricité, à flanc de colline sur de la roche et c'était des petites baraques sur pilotis. Et puis il y avait tellement de vent que mon lit tremblait, quoi. Ah ouais. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Donc si le lit tremble, ça veut dire que la baraque tient pas, ça veut dire qu'elle va virer, que je vais finir dans la mer du Groenland, au pied du glacier. Voilà. Dans un contexte, en plus, on avait traversé la glace pendant plusieurs heures. J'étais au pied d'un glacier. Le glacier, ça vèle tout le temps. Donc, en fait, il y a un bruit de tonnerre en permanence. Donc, il y a vraiment cette espèce d'ambiance où moi, j'avais fait 5 heures de bateau à traverser, à repousser les icebergs, après à couper la glace, à arriver devant ce glacier qui fait un bruit de tonnerre, mais en permanence. Donc, j'étais vraiment bien dans un climat d'ambiance de fin du monde et de bout du monde. Et puis, cette espèce de tempête le soir. Donc, il y a eu plein d'événements. En tout cas, mon Groenland à moi m'a vraiment confrontée à la mort, ouais. Et sans mauvais jeu de mots, ça vous a pas refroidi des voyages? Pardon. Pas du tout. C'est ce que j'adore. J'adore aller. Mais moi, j'y vais pour ça. Je sais jamais ce que je vais y trouver. Alors, j'avais énormément le trac avant de partir au Groenland. Vraiment, mais j'étais à un tel point que des potes me disaient, mais pourquoi tu t'infliges ça, quoi? Je veux dire, t'es pété de trouille, tu trembles de... Enfin, pourquoi? Et je fais parce que je sais... Enfin, je sentais que j'allais vivre quelque chose qui allait, moi, me transformer. Et que, vous savez, on pressent souvent ces espèces de moments où on sent qu'il y aura un avant et un après. Bon, là, c'était bien le cas. Et j'ai mis, j'ai mis quelques mois à m'en remettre, ouais.
Un voyage que vous avez envie de refaire? Refaire? Ouais. Bah, l'Islande. Aussi, le froid. Plus les pays du Nord. Non, bah j'ai beaucoup fait les pays du Nord, mais parce que en fait tout le monde à chaque fois me dit oh là là, t'as pas envie de vacances, de chaleur, de soleil. Alors moi là-bas c'était pas mon trip, et c'est surtout que là-bas il y a des lumières complètement incroyables et on vit des choses. Et les photos sont sublimes. Hein. Alors, oui. On est en radio, mais il faut aller les voir parce que les photos sont vraiment magnifiques. Et même pas retouché. Non, c'est vrai en plus. Bah voilà. Non, mais j'ai pas trafiqué les lumières. Les lumières sont telles quelles vraiment. Et moi, je suis très sensible à ça. Et puis, c'est des expériences. Voilà. Après, j'ai fait dans le sud. Je referais bien le Bhoutan. Je referais bien le Bhoutan parce que je pense que je suis un peu passée à côté. Ça vous fait pas peur le climat? Bon, là, on parle du Bhoutan, donc je sais que c'est un pays qui est particulier politiquement aussi. Ça fait pas partie du choix, le climat politique, quand vous choisissez un voyage? Si, mais le Bhoutan, à l'époque, je pense pas que c'était un sujet... Bah après, le Bhoutan, c'est quelque chose de très fermé. Tout est très cadré. Tout est très cadré. Mais c'est à ça que je me suis confrontée. En fait, je suis revenue... En fait, c'était marrant parce que je suis partie vraiment en bobo parisienne qui me disait je fais partie des happy few qui peuvent aller au Bhoutan parce qu'il faut payer $250 par jour à dépenser dans le pays. Alors ça peut être les hôtels, machin. Vous êtes obligé avant d'avoir le visa d'avoir donné un programme détaillé. Pas juste j'arrive tel jour et je repars tel jour. Vous êtes obligé de passer par une agence. Et donc il y avait tout un tas de trucs de contrôle. Et moi j'étais là, je fais partie des happy few. Je suis partie en bobo bouddhiste en me disant que c'était une philosophie de vie géniale. Mais c'était horrible en fait. Enfin c'était pas horrible, mais le pays est magnifique. Et puis il y a cette notion du pays, du bonheur national brut, qui est pas du tout la notion du bonheur occidental. Donc moi je suis partie vraiment, mais tellement néophyte, alors que bon, j'ai ma formation d'ethnologue, j'ai la confrontation au voyage, je sais, et je me le suis pris mais en pleine figure quoi. Et ça m'a mise en colère et j'avais toujours l'impression d'être je ressentais une chape de plomb sur moi et que j'arrivais pas à identifier parce qu'en plus j'étais tellement dans mon cul les petits oiseaux que j'ai même pas réfléchi, et j'ai compris en fait en rentrant, et j'étais en colère tout le temps. Je veux dire, j'étais en colère tellement que je suis revenue avec une gastrite. Ouais, bon, je pense que j'ai mangé un peu de piment aussi, mais je pense que... On saura tout. C'était moite-moite. C'est très pimenté, la nourriture, là-bas, c'est horrible. Mais en tout cas, je suis revenue, mais hyper en colère. Et je suis allée voir mon médecin qui adore les voyages. Elle me dit, bah oui, mais tout est contrôlé, en fait. On avait des contrôles de douane aux frontières, à l'intérieur de douane aux frontières, mais à l'intérieur même des frontières, dans le pays. Et en fait, quelque part, tout est extrêmement contrôlé. Et en fait, sans vraiment y prêter attention, parce que moi, j'avais juste envie de découvrir ce pays, cette culture, et que j'y suis allée comme ça. J'ai vraiment ressenti physiquement ce truc de contrôle dont j'avais absolument pas conscience, et je suis rentrée, on m'a dit ça et j'ai fait ah ouais, d'accord. Donc c'est marrant, c'est un mauvais souvenir que vous avez envie de réitérer, c'est assez paradoxal. Oui, enfin... C'est pour mieux le vivre, justement. Oui, parce que maintenant j'ai la compréhension, et probablement, voilà, moi j'ai parlé avec un ami qui s'occupait justement du Bhoutan à l'UNESCO et qui me dit, si tu savais en un siècle les progrès, ils ont fait l'équivalent de 3 siècles d'avancée en même pas un siècle. Donc en fait, ils partent de très très loin et ils arrivaient déjà à avoir fait un travail phénoménal. Et moi j'avais pas conscience de tout ça. Et voilà, mais moi j'aime bien me laisser traverser par la vie, et j'aime bien que les voyages soient des voyages et pas des vacances, et que ça me bouscule et que ça vienne contredire, et c'est ça pour moi l'école du voyage, et la richesse de ça, c'est qu'on arrive avec malgré tout toujours son filtre de sa culture. Et puis, soit on découvre quelque chose qui nous fascine, soit on le découvre, mais dans un premier temps, ça nous heurte. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, à un moment donné, je comprenais pas, mais par contre, c'était très frontal. Mais forcément, ça fait toujours grandir. Et donc, ça vous fait aussi grandir comme actrice? Vous vous en servez dans votre métier? Oui, à mon avis, de manière totalement détournée, parce que... comme je suis mon propre outil de travail et mon propre matériau, forcément, tout ce que j'apprends et tout ce que je deviens fait l'être humain que je suis. Et
Et l'être humain que je suis fait l'actrice que je suis. Donc c'est pour ça que j'aime bien partir entre les tournages aussi, pour me renouveler, pour pas enquiller les tournages et rester dans l'odile du moment. Moi, j'ai besoin d'aller grandir, j'ai besoin d'aller me nourrir d'autres choses pour pouvoir revenir avec un autre matériau à proposer et puis pour grandir, quoi. L'attitude, c'est le titre qui a été choisi pour ce livre. Il est au pluriel, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup à explorer des latitudes? Ah bah ouais. C'est quoi la prochaine? L'envie prochaine, là? L'envie... que vous avez jamais faite, hein. Ah ben... assez... mainstream, mais le Costa Rica. Sinon, Bolivie, Pérou, le Salar de Uyuni et le Machu Picchu. Donc, l'Amérique du Sud. Ouais, Amérique du Sud, j'ai pas fait du tout. J'irais bien en Éthiopie, dans le désert du Dalol, mais ça, je sais même pas s'il est encore praticable. Tant politiquement que par le climat, parce qu'il fait au minimum 50 degrés. Mais ça, aller voir le Erta, les volcans, enfin toute cette zone-là. Vous vous préparez physiquement à vos voyages? J'ai fait du sport ou... Oui, alors ça j'en fais, mais j'ai pas eu besoin pour l'instant dans les voyages que j'ai faits. Je sais que par exemple si je vais au Machu Picchu, il va falloir que je me prépare parce que j'aurais envie de le faire pas forcément en train mais à pied, et que là rien que l'altitude ça va déjà être un petit sujet. Ce qui a été le cas au Bhoutan où je suis montée à 4000 et franchement j'ai cru que j'allais y rester, quoi. Mais vous aimez bien vous mettre en danger quand même, hein. Ouais, un peu. En tant qu'actrice aussi? Ah bah c'est une faille béante, bien sûr. Hein. Enfin, je ne conçois pas mon métier autrement. Mais clairement, bah oui, non mais bien sûr. Mais toujours avec un filet. Pas très visible. Mais je sais que souvent... alors moi j'adore plonger parce que j'adore l'âme humaine et que j'adore aller explorer. Et puis vraiment s'il y a un mot qui me définit, tant dans mon rapport au voyage, que dans mon rapport à la vie, que dans l'actrice que je suis, que dans... Voilà, tout, c'est explorer. Je suis une éternelle étudiante de l'exploration. J'adore ça. J'adore découvrir d'autres univers, d'autres métiers, d'autres tout. Et je ne supporte pas d'arriver, rentrer dans un costume et dire mon texte et repartir, quoi. Donc moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un travail physique, d'appropriation, de plonger. Souvent, je me fais happer. Souvent, je me rends compte aussi que mon inconscient travaille beaucoup mieux que moi. Donc, ce qui m'est arrivé très régulièrement d'arriver dans des états sur des plateaux que je comprenais pas et de m'être aperçu après une journée ou une séquence, de m'être rendu compte que j'étais arrivée exactement dans l'état nécessaire pour jouer telle ou telle séquence, quoi. Et je le sais. Et pour autant, à chaque fois que ça m'arrive, je comprends pas. D'accord. Donc je laisse faire mon inconscient qui est très gentil avec moi. Et j'aime bien... j'aime bien les rôles puissants. Donc pour moi, il nécessite d'aller faire une plongée. Et puis j'aime bien... C'est comme les voyages, quoi. J'aime bien aller explorer d'autres parties de moi que je connais pas. Et puis... je m'arrange en général. Je sais, quand j'avais tourné L'Emprise à Bruxelles, quand j'avais lu le scénario, j'avais appelé le producteur et je lui avais dit deux choses. J'ai fait je vais pas arrêter de pleurer, il faudra me laisser pleurer. C'est ma douche émotionnelle, sinon je peux pas, voilà. Sachant que sur des sujets aussi douloureux que les femmes battues, et qui était en plus une histoire vraie, je ne pouvais pas me permettre de survoler le sujet, de ne pas être à la hauteur de cette douleur-là. Donc je pouvais pas arriver en dilettante, quoi. Et je lui ai dit pour bien faire, je suis obligée de sauter sans filet. Donc il faut que tu sois le filet. Et il m'a dit je serai là H24 et il me l'a prouvé. Ah bah voilà. Ouais. Quoi. Et du coup j'ai appris à peu près à ce moment-là à avoir cette forme de backup, soit de ma part, soit de l'entourage, soit voilà. Donc ce qui me permet de plonger sans vergogne. Bon. Merci beaucoup Odile Villemain. On vous retrouve donc jury du Festival du film historique à Waterloo et puis ce livre qui s'appelle L'attitude. Merci beaucoup. Merci à vous.